RMC, M comme Maïtena, Marie Dupin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine avant le retour de Maïtena lundi à 15h. Mon invitée sera Fanny Agostini, elle présente le magazine Thalassa et aura bientôt une nouvelle émission de jeu sur France 3. Elle publie un manifeste pour les océans. Rémi nous parlera d'une info mariage et fast-food, mais d'abord on parle de précarité énergétique de celles et de ceux qui souffrent du froid chez eux. Les prix du gaz ont encore augmenté hier. Vous aussi, vous avez du mal à vous chauffer, vous n'arrivez pas à payer vos factures ou au contraire, vous avez investi pour isoler votre logement et ça a marché. Pour réagir, on vous attend au standard 3216 rmc.fr. RMC, M comme Maïtena. La précarité énergétique est une précarité qui ne se voit pas. Une souffrance que l'on garde pour soi. Le médiateur national de l'énergie veut pénaliser les bailleurs s'ils ne font pas de travaux dans ces passoires énergétiques. 30% des Français ont restreint leur consommation cette année. La précarité énergétique, elle est bien présente maintenant. On n'arrive pas à chauffer son foyer, on n'arrive pas à vivre à l'aise dedans. Plus 6 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Marie Dupin. Bonjour Frédéric Coffre. Bonjour Marie. Vous êtes directrice générale des services auprès du médiateur de l'énergie qui a dévoilé ce chiffre cette semaine. 15% des Français souffrent de froid chez eux. Oui, effectivement, c'est le résultat d'une enquête que nous avons menée auprès de 1500 foyers français courant septembre, et c'est un chiffre assez alarmant. 15% des personnes interrogées qui ont déclaré avoir souffert du froid dans leur logement l'hiver dernier. On va y revenir. François Carlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association CLCV. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que ceux qui ont froid chez eux, qui ne peuvent pas du tout se chauffer. Il y a aussi tous ceux qui se chauffent un petit peu moins, ou alors qui se privent de petits plaisirs pour pouvoir se chauffer. Oui, en fait, on peut ajouter à ces 15% le fait que il y a une augmentation là, la facture de chauffage qui en gros, c'est plus 200 € sur l'année 2018 par rapport à 2016, on va dire qui était un peu un point bas, et c'est plus 200 ou c'est plus 300 € même dans le cas du fioul. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que certaines personnes renoncent à des petits plaisirs, par exemple, renoncent à des sorties, tout simplement parce qu'il faut faire face à l'augmentation de la facture du chauffage. Alors c'est pas dramatique en soi, mais c'est quand même une perte de confort, une perte de plaisir qui est toujours problématique. Et ça concerne beaucoup de Français? Ah oui, là ça concerne beaucoup de Français, je pense notamment à tous ceux qui sont au chauffage au fioul domestique, notamment en milieu rural, parce que là l'augmentation du prix du pétrole et l'augmentation des taxes a provoqué des hausses, peine. Oui, voilà, des hausses vraiment de plusieurs centaines d'euros rien que sur la facture de chauffage. Donc notamment ceux-là ont dû vraiment renoncer ou par exemple acheter à crédit, prendre un crédit consommation pour payer la facture de fioul, ce qui est évidemment tout à fait problématique. La hausse des prix, on va y revenir très largement, mais cette précarité énergétique, elle est aussi due à la mauvaise isolation des logements, Frédéric Coffre, les fameuses passoires énergétiques, pas de double vitrage, des toits, des combles mal isolés. C'est quoi exactement une passoire énergétique? Alors, la précarité énergétique, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Donc, comme vous le disiez, des personnes qui habitent dans des logements mal isolés, avec de faibles ressources et qui donc n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins essentiels en énergie. Donc, ces passoires énergétiques, on les estime entre 7 et 8 millions en France. Ah oui, quand même. Donc, elles ont été comptabilisés en fait parce que ce sont des logements pour lesquels les diagnostics de performance énergétique ont été classés avec les niveaux les plus bas. Donc je crois que c'est F et G. Donc ce sont des logements extrêmement énergivores. Donc comment on fait pour savoir si on vit dans une passoire énergétique ? Alors, normalement, aujourd'hui, les diagnostics de performance énergétique sont obligatoires quand il y a des mutations. Donc là, on a le classement. Et puis, voilà, même sans ce diagnostic, on le sait, puisque ce sont des logements qui sont donc mal isolés, dans lesquels il peut y avoir des courants d'air, dans lesquels on a froid, dans lesquels il y a des factures de chauffage qui sont bien plus élevées que dans un logement normalement isolé. Il faut savoir que quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique, dans un logement mal isolé, non seulement il a froid, il a peu de ressources, mais il va payer plus de 20% de factures chaque année pour son énergie dans son logement. On entend beaucoup qu'il existe des aides, Frédéric Coffre, pour faire des travaux quand on a un logement mal isolé. Mais en fait, ceux qui sont vraiment concernés, ceux qui vivent dans des passoires énergétiques, souvent, ils sont pas propriétaires, ce sont des locataires, ils n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires. Effectivement, ce sont des aides qui sont pour la plupart destinées aux propriétaires de ces logements, et c'est la raison pour laquelle le médiateur national de l'énergie
plébiscite le fait qu'on encourage ces propriétaires à rénover les logements et à défaut de résultats satisfaisants qu'à terme on envisage de les pénaliser, par exemple avec un système de bonus-malus, par exemple un logement qui serait mal isolé avec un résultat de diagnostic de performance énergétique faible, on pourrait imaginer de demander par exemple aux propriétaires de prendre en charge une partie de la facture de chauffage de leurs locataires. Vous dites les propriétaires qui font pas les travaux nécessaires, c'est pas compliqué, on les sanctionne. Alors, on leur laisse le temps de les faire. Il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs quand même pour ces propriétaires. Il faut le rappeler. Pour les propriétaires modestes, on va y revenir. Sur tous ces dispositifs. Il y a plein de choses. Donc effectivement, oui, à terme, je pense qu'il faudrait réfléchir à cela. Et le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, d'ailleurs, a tenu le même discours début octobre devant des sénateurs. Et il a indiqué qu'il souhaitait que les passoires énergétiques soient rénovées d'ici 2025. Et il a indiqué également qu'il était sur la même longueur d'onde que nous. Mais pour l'instant, ce sont des déclarations d'intention. Il n'y a aucune mesure concrète qui a été prise, aucune loi, aucune sanction, aucune amende pour les propriétaires. Alors, pour l'instant, non, mais on espère vivement. Pour l'instant, ce sont des déclarations. Alors, le médiateur, lui, n'a aucun pouvoir. Il fait des suggestions, des propositions. Alors, justement, le rôle du médiateur de l'énergie, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi ça consiste ? Oui, alors c'est une institution publique. Nous avons été créés en 2006, juste avant l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz naturel à la concurrence, avec pour mission, d'une part, d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits avec un dispositif qui s'appelle Énergie Info, un service de renseignement par téléphone, un site internet, et également de régler à l'amiable les litiges des consommateurs. Et donc, à travers ces missions, nos collaborateurs sont en contact au quotidien avec des Français qui ont des questions, qui ont des litiges, et donc bonne partie d'entre eux, effectivement, qui sont en précarité énergétique, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui sont victimes de coupures parce qu'ils n'ont pas pu régler leurs factures, et qui sont souvent des locataires et qui vous disent voilà, les propriétaires ne font pas forcément les travaux. François Carlier, est-ce que ce serait une bonne chose de pénaliser les propriétaires qui ne font pas les travaux nécessaires dans ces passoires énergétiques? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que sur la rénovation thermique, le gros problème, c'est dans le parc locatif, qui est quasiment la moitié du parc, où effectivement les locataires n'ont pas la main. Alors ensuite, si on veut faire des mesures de contrainte vis-à-vis des propriétaires, alors très vite, après on nous rétorque, vous allez contraindre le marché de l'immobilier, donc le geler quelque peu, et ça aura un effet négatif ensuite sur ce marché, et donc sur l'évolution des loyers qui peuvent être amenés à flamber. Alors, au moins, ce qui est vrai, c'est qu'au moins sur les passoires énergétiques, on devrait pouvoir prendre quand même des mesures quelque peu contraignantes pour essayer d'éradiquer ces passoires, alors tant dans le parc locatif privé que quand même aussi dans le logement social, où il reste quand même des bailleurs HLM qui ont beaucoup de boulot. Donc on sanctionne, on essaie de sanctionner les bailleurs et les propriétaires, ça peut fonctionner. On est avec Nadine qui nous a appelé au 3216. Nadine, bonjour. Bonjour. Vous avez 68 ans, vous êtes retraité, vous n'avez pas droit au chèque énergie et vous avez froid chez vous. C'est-à-dire, moi, vous faites partie de ces 15% de Français qui ont froid chez eux. Voilà, moi je suis dans une maison où je suis bien isolée, mais seulement l'hiver il faut se chauffer et j'ai un chauffage au fioul. Seulement le fioul coûte très cher. Le fioul a énormément augmenté, François Carlier. J'ai plus les chiffres en tête, c'est énorme. Oui, c'est grosso modo. Il était à 1 euro. Contre 70 centimes il y a un an ou deux. Donc sur votre facture, Nadine, ça représente quoi? Eh bien, si j'en prends 1000 litres, faut le multiplier, ça fait 1000 et quelque chose, parce que 1 euro 0,06, ça me fait plus de 1000 euros la facture pour en prendre 1000 litres. Il faut que j'en prenne au moins 1000 litres, je peux pas me chauffer autrement. Et donc, moi j'ai une retraite de 930 euros, donc c'est vraiment petit. Et quand on a calculé, alors c'est sûr, je vais vous dire honnêtement, je suis propriétaire. Là, ça y est, j'ai fini de payer mon crédit. Mais le problème, c'est qu'entre les impôts fonciers qui sont de 900 euros, oui, ça se cumule. Plus, vous imaginez les assurances et tout, il reste pas grand-chose pour se nourrir et pour surtout pour se chauffer, quoi. François Carlier, ils sont nombreux les Français comme Nadine. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que il y a 2 ans, le fioul domestique, c'était 70 centimes le litre. Là, aujourd'hui, comme l'a dit madame, c'est 1 euro le litre. Alors, le calcul, il est simple. Quand on a une consommation qui est pas très élevée comme madame, à 1000 litres
par an, on paye 1000 € aujourd'hui contre 700 € il y a 2 ans à l'année, donc c'est plus 300 €. Mais pour les familles qui ont des logements plus grands ou mal isolés, c'est souvent 2000 litres à l'année. Et à ce moment-là, vous passez, vous faites le calcul de 2000 € alors qu'avant c'était 1500 €. Nadine, vous avez toujours pas rallumé votre chauffage et pourtant il fait froid. Ah non, honnêtement, là, je suis pas chez moi aujourd'hui. Je rentre demain chez moi, mais j'ai pas allumé le chauffage. Vous n'allez pas l'allumer. Ça coûte très cher. Et bon, nous, c'est surtout, comme on est en moyenne montagne, on a froid beaucoup le matin et le soir. Et la journée encore, ça arrive à aller. Mais en plus, je n'ai même pas le droit au chèque énergie, parce que 930 €, je dépasse. Donc, vous j'ai êtes pas juste le droit au-dessus. Au chèque énergie, même pas, ni à 48 €, ni rien du tout. Hein. Donc vous vivez à la montagne, il fait froid, il fait super froid depuis quelques jours, et pourtant vous n'allumez pas votre chauffage. Et vous êtes consciente, Nadine, qu'à 68 ans, ça peut avoir des conséquences pour votre santé. Vous pouvez tomber malade. Ah ben je sais, parce que je vais vous dire, je souffre d'une dilatation des bronches. Alors donc je fais souvent des pneumopathies. Donc faut que j'ai bien chaud, surtout quand je suis chez moi. Et le soir, en regardant la télévision et tout, j'ai intérêt je suis couverte en plus. Alors, j'ai mis quand même mes radiateurs, mais je suis bien couverte. Et encore, quand il fait pas trop froid, l'an dernier, à un moment donné, on a eu très froid. Des fois, il me faut plus de 1000 litres de chauffage. Hein. Nadine, est-ce que vous voulez bien rester avec nous sur RMC? Oui. On se retrouve dans un instant pour parler encore de cette précarité énergétique. 15% des Français qui, comme Nadine, ont froid chez eux. Vous aussi, vous avez du mal à vous chauffer. Vous n'avez pas les moyens d'isoler votre logement. Appelez-nous au 3216 et sur Twitter, #M quand même. RMC, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena. Dans un appartement non chauffé ou mal isolé, il fait aussi froid dehors que dedans. Ils se sont privés toute leur vie pour acheter un bien dans les années 70-80 et puis aujourd'hui, retraités au minimum vieillesse avec une petite pension de reversion, ils n'ont pas les moyens d'entretenir un bien. Près de 8 millions de personnes n'ont pas les moyens de se chauffer suffisamment. Je fais plus de chauffage, la toiture est à refaire, l'électricité est à refaire. 1 € dépensé pour rendre un logement chauffable, c'est 42 centimes d'économiser sur les dépenses de santé. Marie Dupin. Il est 14h17 sur RMC. Nous parlons de la précarité énergétique de ces Français qui ont froid chez eux avec Frédéric Coffre, directrice générale des services auprès du médiateur de l'énergie, et François Carlier de l'association de consommateurs CLCV. Nous sommes aussi avec Nadine qui a 68 ans, qui vit à la montagne et qui n'a toujours pas rallumé son chauffage. Nadine, parce que vous vous chauffez au fioul et que les prix du fioul ont énormément augmenté, tout comme d'ailleurs les prix du gaz et de l'électricité. François Carlier, pour les gens, on parle beaucoup des aides pour changer son chauffage, pour mieux isoler sa maison. Pour des gens comme Nadine, dont la maison est bien isolée, avec une retraite de 930 €, finalement, est-ce qu'il y a vraiment des aides possibles ? Aujourd'hui, non, il y en a pas tellement. D'abord, un des défauts de certaines aides, notamment pour les travaux d'isolation, c'est que il y a quand même des critères de revenus parfois qui sont assez restrictifs. Alors bon, Madame pourrait y être dedans, mais il y a beaucoup de gens qui n'en bénéficient pas parce qu'ils ont des revenus trop élevés. Donc ça, c'est un premier défaut. Et puis ensuite, là, c'est vrai que la maison de Madame est assez bien isolée. Donc fondamentalement, c'est pas la question. Là, c'est vraiment la question du prix, parce que 1000 litres à l'année, c'est pas beaucoup. Beaucoup de familles ont 2000 litres à l'année de fioul de consommation. Donc là, c'est juste qu'on a un phénomène avec quelqu'un qui a des revenus fixes. Quand les prix sont bas, ce qui était le cas il y a quelques années là sur le fioul, parce que ça avait beaucoup diminué, les prix du pétrole, ça va à peu près. Et le jour où il y a une remontée, parce qu'il y a à la fois les prix et les taxes, donc ça fait beaucoup monteux. Et là, ça va plus du tout. Et là, c'est plus après une question à la fois de politique fiscale, de politique d'aide sociale. Mais est-ce qu'elle aurait pas intérêt à changer sa chaudière, Nadine? Vous êtes renseignée sur un autre? Eh bien, la chaudière au gaz, mais seulement le problème, le gaz, nous, il monte pas où je suis. On n'a pas de gaz de vide. Elle n'a pas le gaz de vide. Et en plus, pour faire un prêt pour une chaudière, je suis obligée de faire un prêt. Oui, à la limite, en milieu rural, il y a que la chaudière à bois, à biomasse, qui peut se substituer au fioul. Alors maintenant, on fait des appareils très très bien, mais c'est vrai que même avec des aides, alors elle aura des aides, mais ça coûte quand même très cher, et que le taux de retour sur investissement est quand même long. Donc je peux comprendre. C'est un peu comme la voiture électrique en fait. Oui, c'est un peu le même principe. Et c'est surtout, j'ai envie de dire que c'est intéressant quand on a une grosse consommation. Si vous avez 2000 litres de consommation au fioul, passer à la chaudière bois, ça peut être intéressant. Quand on a que 1000 litres,
litres. J'ai pas fait le calcul comme ça de tête, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Mais Nadine, vous nous disiez que vous avez des problèmes de santé, des problèmes au poumon, que vous savez que vous prenez le risque de tomber malade. Oui, mais je suis souvent malade d'ailleurs. Je suis souvent malade. À cause de ça. Mais à cause de ça, oui et non, parce que je suis fragile, puisque j'ai une dilatation des bronzes, donc je reste fragile. Mais c'est vrai que il faut surtout se chauffer l'hiver quand on est comme moi. Mais bon, je me couvre bien dans ma maison et puis voilà quoi. Le soir, je me mets en robe de chambre assez chaude et puis je me couvre. Que voulez-vous que je fasse? De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Et c'est vrai que pour avoir un crédit, quand on arrive avec 930 €, qu'on a payé la mutuelle qui coûte plus de 100 € par mois, qu'on a payé le banquier rigole. Tout ce que j'ai payé, il me reste plus grand chose pour vivre. Comment voulez-vous que je peux pas faire un prêt, hein, c'est impossible. Et puis même la prime énergie, ça n'arrangerait pas. Même que j'aurais 150 € de prime énergie, ça n'arrangerait pas les choses. Si ça me ferait une rentrée pour le chauffage quand même. Mais bon, voilà. Frédéric Coff, des Français comme Nadine qui finalement tombent malades parce que cette absence de chauffage, le fait d'avoir froid chez soi, ça a aussi des conséquences finalement sur la santé. Oui, effectivement, il y a une étude qui avait été rendue publique en 2013 sur l'impact de la précarité énergétique sur la qualité de vie. Et juste pour vous donner quelques chiffres, on avait 48% des adultes qui étaient exposés à la précarité énergétique qui souffraient de migraines, 41% d'anxiété et de dépression, 22% de bronchite chronique. Donc c'était des taux qui étaient nettement plus élevés que ceux des personnes qui ne sont pas exposées. Donc bien évidemment, le fait d'avoir froid, d'être exposé à des migraines, de l'anxiété, ça a aussi des conséquences dramatiques. Des migraines, sur la santé. de l'anxiété, de la dépression. Nadine, ça vous parle tout ça? Dépression non, parce que j'arrive à le suivre. Vous gardez le moral malgré tout, des bronchites, des problèmes respiratoires. Mais bon, il y a quand même pire que moi, c'est sûr, parce que moi je suis quand même propriétaire, mais bon, même en restant propriétaire, j'ai du mal à y arriver. Nadine, merci voilà. Mille fois de nous avoir appelés, merci mille fois pour ce témoignage qui est très parlant, qui représente bien la situation de beaucoup de Français. De beaucoup. Voilà, c'est surtout pour beaucoup que je parle, parce que bon, moi c'est comme ça, mais il y en a d'autres, c'est pire. Hein. Il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui sont très mal isolés. Et qui sont on peut toujours trouver pire, Nadine, mais vous êtes déjà dans une situation pas très facile. Merci mille fois de nous avoir appelés et d'avoir été avec nous sur RMC. Arnaud, bonjour Arnaud. Merci de me donner la parole sur votre émission. Franchement, je suis touché, ça me fait plaisir, quoi. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous parler. Vous avez 30 ans, Arnaud, et vous dites, c'est normal qu'on galère à se chauffer finalement, parce que effectivement, les bâtiments sont de vrais passoires énergétiques. Oui, franchement, je vous le dis, je me prends à titre d'exemple. Moi, j'ai fait construire ma maison il y a pas longtemps. En fait, si vous voulez, je suis ingénieur en structure bois. Les maisons avec des performances énergétiques au top, on en fait souvent. Du coup, moi j'ai fait faire ma maison en ossature bois. Donc vous n'êtes pas concerné du tout par cette situation. Vous avez chaud chez vous. Mais voilà. Mais le truc, c'est que avant de faire construire, vu que le foncier commence à manquer, je me suis penché sur acheter une maison existante, une maison ancienne, une maison des années 80, 90. D'accord. Et en fait, ces maisons, je trouve qu'elles sont vendues à prix d'or. Si en plus il faut les remettre à la page niveau énergétique, ça coûte, c'est des frais supplémentaires. Du coup, vous avez décidé, vous vous êtes dit, vaut mieux que je construise ma propre maison plutôt que d'acheter une passoire énergétique. Je vous le dis, à terrain plus maison, je me suis fait une opération environ à 270, 280 000 €. Si jamais j'avais eu la même chose à faire, juste l'achat de la maison ancienne à équivalence, mais même sans j'ai un terrain plus grand là, mais un terrain beaucoup plus petit, j'en aurais pour 230 000 €, 240 000 €. Et j'aurais eu une épave énergétique. François Carlier, c'est ça la solution finalement, c'est de. Alors ce que ça décrit surtout, c'est que on parle souvent comme ça de travaux de rénovation thermique. En réalité, c'est rare que on fasse comme ça, je dirais de façon abstraite, des travaux de rénovation thermique. On fait à certains moments précis de sa vie, on peut faire soit des travaux, soit une construction comme monsieur. Alors généralement, c'est au moment où on achète le logement.
Au moment où on l'achète, là, on peut faire les travaux de rénovation, ou alors faire construire. Ou il y a quelques autres moments, par exemple, au moment où on a des enfants, du coup, on construit pour s'agrandir, et du coup, il faut isoler, ce qui a été mon cas, par exemple. Ou au moment où les enfants s'en vont, et dans ces cas-là, on réaménage. Il y a quelques moments précis de la vie où il faut se poser la question avec les autres travaux qu'on va faire, de rafraîchissement, d'agrandissement, etc., est-ce qu'on rajoute la composante isolation? Parce que là, c'est effectivement beaucoup plus rentable. On a coutume de dire que quand les échafaudages sont posés pour faire quelque chose, on peut y rajouter la tranche isolation. Donc c'est bien plus intéressant donc de réfléchir sur ces moments précis de vie, de faire de l'isolation plutôt que de penser comme ça à faire l'isolation à un moment donné parce que les prix sont hauts. Arnaud, vous vous chauffez comment du coup dans votre maison? Moi j'ai une pompe à chaleur qui va très bien avec un chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire. Savoir que c'est important aussi la production d'eau chaude sanitaire. Et donc ça vous coûte beaucoup moins cher que si vous étiez chauffé. Je veux pas vous dire à l'heure actuelle, c'est sûr que ça me coûte bien moins cher. C'est l'installation qui vous a coûté très cher aussi. L'installation coûte, c'est sûr qu'il faut penser à amortir. Combien? En fait. J'en ai eu pour à peu près 5 000 euros pour ma pompe à chaleur, plus à peu près 2 000 euros le chauffe-eau. François Carlier? Je pense que derrière, je voulais monsieur qui parlait aussi, justement, qui vous écoute attentivement. J'ai des exemples aussi, mais des trucs flagrants. Les gens, je vais vous le dire, les gens sont dans le m'as-tu vu. Enfin, je pense pas qu'il y a une grande majorité, mais les peu de gens, le peu d'expérience que j'ai, les gens sont dans le m'as-tu vu. C'est-à-dire, je comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai eu des projets, par exemple, d'extension en ossature bois et de rénovation de l'existant, enfin, extension ossature bois plus rénovation. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une extension bois qui est bien isolée, machin, nanana. Ils vous tirent les prix au plus possible pour pouvoir être dans leur budget. Bon, c'est normal, l'argent, la négociation, c'est le nerf de la guerre, passons. Mais par contre, ce qui est aberrant, c'est qu'ils vont rogner sur l'isolation de l'existant, voire ne pas faire du tout d'isolation. Mais par contre, à titre d'exemple, mettre un parquet en chêne massif sur 100 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à faire des travaux pour se payer une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, et qu'on va plutôt se faire plaisir plutôt que d'investir dans l'isolation réellement de sa maison. Il est 14h27, Arnaud. Vous pouvez rester avec nous au 32-16 si vous avez le temps. On continue à parler de cette question cruciale de la précarité énergétique. 15% des Français ont froid chez eux. C'est votre cas. Peut-être appelez-nous au 32-16 et sur Twitter, #M quand même. RMC, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena, Marie Dupin. Il est 14h30 sur RMC, nous parlons de la précarité énergétique de ces Français qui ont froid chez eux. Ils sont nombreux, 15% des foyers. Nous en parlons avec Frédéric Coffre, directrice générale des services auprès du médiateur national de l'énergie, et François Carlier de l'association de consommateurs CLCV. Nous sommes aussi au téléphone avec Frédéric Hutzmann. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes président du groupe EFI qui fait de la rénovation énergétique justement, et du site internet quelenergie.fr. Et vous Frédéric, vous dites l'isolation des logements, ça coûte pas si cher. C'est un peu une idée reçue. Il faut connaître les bonnes aides. Exactement. Il y a beaucoup d'aides qui sont accessibles. Je vous le dis, mes deux invités ont l'air très sceptiques. Écoutez, je vais essayer de vous démontrer. Je rappelle que vous faites de la rénovation énergétique, donc vous avez tout intérêt à nous dire que ça coûte pas cher. Écoutez, alors oui, on a plusieurs activités. On fait du conseil aux particuliers sur le site comme quelenergie.fr qui est visité par un peu plus de 10 millions de Français tous les ans. On échange avec à peu près 400 000 d'entre eux au téléphone sur leurs projets pour les aider à trouver les bonnes solutions, les bonnes aides et les bons professionnels pour réaliser leurs travaux. Et donc ça coûte pas si cher de faire des travaux d'isolation. Et donc voilà, pour les ménages, notamment les plus modestes, il y a en France un système d'aide qui est assez incitatif et qui permet de financer une grande partie des travaux, voire la totalité dans le cas de certains travaux relativement simples à réaliser, comme l'isolation des combles perdus ou l'isolation des sous-sols. Oui, aujourd'hui, je crois qu'on peut effectivement, grâce au pacte Solidarité Énergie, refaire ses combles ou son sous-sol pour 1 euro, c'est ça ?
Exactement. C'est une offre qui existe depuis 2013, avec le pacte énergie solidarité, dont a bénéficié plus de 60 000 familles aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est assez important, et dans le cadre duquel le pacte énergie solidarité assure à la fois la qualité des travaux qui sont réalisés et leur financement, qui après les travaux évidemment ne coûtent pas 1 euro, mais sont financés en totalité par les fournisseurs d'énergie et de carburant. François Carlier de l'association CLCV, les combles à 1 euro, ça marche, c'est vraiment quelque chose de bien, ou c'est juste un business pour des entreprises comme celle de Frédéric Hutzmann? Non, mais bon, disons, ça résulte du système des certificats d'économie d'énergie, donc c'est pas inintéressant comme principe. Nous, on a eu des retours, je dirais, divers de cette expérience. Il y a des gens qui étaient contents, d'autres qui ne l'étaient pas, en considérant que du coup c'était des travaux très low cost et très mal faits. Donc je dirais, je porte pas de jugement général sur le système. En tout cas, ce qu'il faut, c'est quand même bien s'assurer que les professionnels soient un petit peu sérieux pour ce type de personnes. C'est ça, parce qu'il y a aussi Frédéric Hutzmann, beaucoup de méfiance, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en matière d'isolation des logements, Frédéric. Exactement. Alors malheureusement, c'est un fléau sur le secteur de la rénovation énergétique globalement, d'avoir des bonimenteurs ou des vendeurs de crédit qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. Et c'est le rôle d'entreprises comme la nôtre, et que d'accompagner les particuliers dans ces travaux-là. C'est vrai que nous on a des remontées sur le terrain. Ou sur les sites internet de particuliers qui sont déçus de leurs travaux, avec des gens qui ne sont pas des professionnels du bâtiment et qui font François Carlier me disait quand on n'était pas tout à l'heure, pendant la publicité, François Carlier me disait finalement il y a souvent des travaux low cost qui sont réalisés dans l'isolation de ces combles, et finalement ça sert à rien. Alors, ça sert à rien quand les travaux sont mal faits. Effectivement, la performance n'est pas là. Nous, c'est toute l'importance qu'on accorde à la qualité des travaux sur le pacte énergie solidarité. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il y a des abus encore plus graves. Nous, on constate qu'il y a des particuliers qui se font appeler par des gens donc dans le démarchage téléphonique entre guillemets un peu agressif, des gens qui leur disent. Justement, un chiffre en moyenne, je crois que chaque foyer français est démarché au téléphone 4 fois par semaine, c'est un minimum, et c'est quasiment toujours pour des panneaux solaires ou des pompes à chaleur, enfin justement de la rénovation énergétique. Exactement, c'est pour ça que je parle d'un fléau tout à l'heure. Les sociétés qui se développent dans ce type d'activité, et globalement en racontant un peu n'importe quoi malheureusement aux consommateurs. Le pacte énergie solidarité, c'est quelque chose, pour en bénéficier, il faut s'inscrire, aller sur le site internet. On va pas vous appeler pour essayer de vous vendre cette isolation à 1 euro. C'est vous qui venez vous inscrire, et puis après les conseillers vont vous rappeler suite à votre demande. Mais il n'y a aucun démarchage téléphonique, aucune prospection agressive qui est réalisée. Et je dirais que de manière générale, méfiez-vous des gens qui vous appellent et qui vous promettent des merveilles au téléphone. Bon, ou qui vous proposent de venir faire un audit chez vous gratuit, et qui, une fois qu'ils vont être rentrés chez vous, pourront faire un peu n'importe quoi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Hutzmann. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC. Frédéric Coffre, les arnaques comme ça, c'est effectivement un fléau. Les Français qui sont démarchés, je ne sais combien de fois chaque semaine par téléphone, et on essaye de leur vendre des panneaux solaires, et puis certains tombent dans le panneau, si je puis dire. Beaucoup de Français qui sont fragiles, des retraités avec des petites retraites à qui on fait croire monts et merveilles. Oui, effectivement, ça faisait d'ailleurs partie de l'enquête que nous avons réalisée en septembre. Nous avons demandé aux Français s'ils avaient été démarchés au cours de l'année, des 12 mois passés, et on constate cette année qu'il y a une hausse très importante. Je crois qu'il y a plus d'un Français sur 2 qui a été démarché par une entreprise qui propose des travaux d'efficacité énergétique, des diagnostics plus ou moins bidons, des travaux de rénovation, donc en hausse de plus de 10 points par rapport à l'année précédente. Donc les Français n'en peuvent plus de ces démarchages qui se font essentiellement par téléphone, en fait, pour décrocher un rendez-vous. Et c'est ce que disait Monsieur Hutzmann derrière. Donc, quand le rendez-vous est décroché, alors là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. On fait signer des papiers de crédit à des personnes fragiles qui s'engagent pour des crédits sans même s'en rendre compte. C'est ça. Et en fait, je trouve que ce qui est dramatique dans tout ça, c'est qu'il y a des entreprises qui sont très sérieuses, mais tous ces escrocs, ces personnes qui essayent d'obtenir des rendez-vous en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas, en se faisant passer pour des administrations, ça jette un peu l'opprobre sur. Mais on peut rien faire, François Carlier, on peut rien faire contre ces entreprises qui font du démarchage abusif et qui sont finalement des escrocs.
Ça nous est arrivé. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle de ça et que la situation ne s'arrange pas. Alors avant c'était sur les pompes à chaleur. Il y a une vague pompe à chaleur, c'est un peu. Et maintenant c'est les panneaux solaires. Et maintenant voilà les panneaux solaires ou la rénovation thermique. Nous arrive d'engager des actions en justice contre ce type de professionnels. La difficulté c'est que souvent c'est des entreprises un peu coquilles vides, c'est-à-dire que d'un coup elles font main basse sur un département et puis il y a tout un tas d'arnaques. On les poursuit, la société en fait disparaît et la poursuite en justice sert à rien. En fait il faut être assez vigilant. Donc on s'en sortira jamais en fait. Non mais disons qu'il faut quand même généralement les services départementaux de la DGCCRF, de la répression des fraudes, de la préfecture, généralement peuvent communiquer dans la presse locale parce que c'est souvent par département sur l'entreprise qui en ce moment cause problème. Donc si on envisage de faire les travaux, vous pouvez vous renseigner auprès des services départementaux de l'État ou auprès du médiateur, ils pourront vous renseigner. Frédéric Coffre, on en parlait au début de l'émission, vous nous disiez il faut punir, enfin en tout cas vous préconisez de sanctionner les propriétaires, les bailleurs qui ne font pas les travaux nécessaires pour isoler les fameuses passoires énergétiques. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Vous avez 31 ans, vous nous appelez des Vosges et vous dites c'est n'importe quoi, c'est une très mauvaise idée. Évidemment qu'il ne faut pas punir les propriétaires. L'écologie punitive, c'est pas une bonne méthode. Alors oui et non, je vais très légèrement nuancer mes propos. Tout à l'heure. Non, mais ne nuancez pas. Pour moi, l'écologie punitive est une ânerie de base et on est en train de le voir avec l'augmentation de la taxe essence qui est supposée être pour l'écologie. Ça crispe les gens. La deuxième chose, effectivement, pour tout ce qui est rénovation, sanctionner les propriétaires, les premiers sur qui les propriétaires vont se retourner, c'est Bibi, c'est le locataire. C'est lui qui va payer plein pot, d'une part. Et d'autre part, on aime bien faire quelque chose en France, c'est punir, taxer, etc. Mais les campagnes d'information sur les aides existantes, elles sont inaudibles, pratiquement inexistantes. Et ça, c'est malheureux. La deuxième chose que je disais aux standardistes tout à l'heure, c'est que effectivement, c'est un peu rageant dans des départements comme le mien de voir que les offices HLM ont la possibilité, c'est très bien pour eux financièrement, d'isoler les HLM qui sont maintenant en train de passer dans des villes en bâtiments basse consommation. Et puis vous, à côté, vous trimez pour essayer de baisser votre facture d'électricité, comme la mienne que je viens de recevoir hier, et qui m'a donné un mal de crâne pas possible quand on voit ce qu'on nous augmente à l'année. Mais c'est bien que les bailleurs sociaux fassent les travaux nécessaires quand ils le peuvent. On va pas non plus... Non, bien sûr, mais donc vous dites aidez-nous à faire les travaux nécessaires. Pour vous, les aides, elles sont pas. Pour vous, non seulement vous êtes mal informés, mais en plus les aides pour faire ces travaux de rénovation ne sont pas suffisantes. C'est ça que vous dites, Cyril. Et le chèque, oui, exactement. Et le chèque énergie est pas assez haut. Enfin, moi, j'ai fait le test pour un foyer fiscal, donc 2 adultes, un enfant, et avec un RFR à 17 000. Le chèque énergie, on passe à côté parce qu'il est mal calculé. Et pourtant, 17 000 pour un RFR sur 12 mois, ça fait pas des masses quand même. Frédéric Coffre, le chèque énergie, il est pas assez, c'est mal foutu, ça marche pas, c'est pas assez élevé. Alors je dirais pas ça. Le chèque énergie, il est pas fait à l'origine pour faire de la rénovation énergétique. Il est fait pour aider les plus modestes. Il est fait pour aider à payer ses factures d'énergie. Donc son montant moyen aujourd'hui, il est de 150 € par an. Il devrait passer l'année prochaine à 200 €. On peut l'utiliser pour faire de la rénovation énergétique, mais clairement, il n'a pas été prévu pour ça. Donc pour faire des travaux de rénovation énergétique, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'aides qui existent, qui, comme le dit monsieur, sont probablement pas suffisamment connues. Et il y a effectivement peut-être des actions de communication à faire de la part des pouvoirs publics pour en faire plus la promotion, pour expliquer qu'elles existent et comment les utiliser. Il faut savoir aussi qu'il y a un service public de l'information sur la rénovation énergétique qui est le réseau FAIRE, qui veut dire faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, avec des antennes qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Et eux, ils sont spécialistes, donc il faut pas hésiter à aller les voir. C'est des consultations qui sont gratuites et qui peuvent donner un aperçu de toutes ces aides qui sont disponibles. D'accord. Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous sur RMC. Merci de nous avoir appelés. On a bien compris votre message principal, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec l'écologie punitive. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric, vous avez 52 ans, vous nous appelez du Var, vous êtes à Sanary-sur-Mer et alors là vous nous apprenez quelque chose, vous nous parlez de technologies, je ne sais pas si mes invités en ont déjà parlé, de technologies qui sont obligatoires aux États-Unis, qui fonctionnent très bien pour isoler les logements, c'est juste de la peinture, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, on se prévaut pas d'être un isolant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a le centre scientifique du bâtiment, c'est-à-dire le CSTB, qui a des normes, notamment sur un R. Je ne vais pas rentrer dans les détails très. Non, on va pas rentrer dans les détails. En fait, vous nous dites c'est une peinture qui permet de faire 30% d'économie d'énergie. François Carlier se décroche la mâchoire. Non, pas du tout. Non, je sais pas. Ça vous dit rien du tout cette histoire de peinture ? Alors, on peut effectivement admettre qu'en France, les bâtiments quand même ont une faible performance énergétique par rapport à nombre de leurs homologues, notamment européens. Donc ça, c'est une chose. Par contre, peinture moins 30%, ça me paraît extraordinaire. Enfin, Frédéric Coffre, non ? Alors, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est des technologies qui ont été développées dans les années 60, notamment par la NASA, c'est des technologies qui étaient mises dans les combinaisons des cosmonautes, alors qui étaient à la base avec des microbilles de céramique, et aujourd'hui c'est à base d'aérogel de silice. Si vous voulez, c'est une alternative entre de l'isolation via de la laine de verre et une peinture décorative. Les gens, alors nous on est importateurs d'un produit, je vais pas citer la marque aujourd'hui. Non. Voilà. Et nous on commercialise ça auprès d'entreprises qui font de la rénovation. Et ça marche. Et vous nous dites, cette peinture, elle fonctionne. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir appelé sur RMC. On se renseignera. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde s'il y a une peinture qui permet de faire 30% d'économie sur la facture d'électricité. On se renseignera, évidemment. François Carlier, les achats groupés, on en parle beaucoup aussi. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut s'en méfier ? Combien on peut économiser ? Rappelez-nous d'abord rapidement ce que c'est un achat groupé. L'achat groupé, c'est de dire effectivement, si on achète un très gros volume, on peut avoir une réduction de la part du commerçant. Bon. C'est le principe. Donc si effectivement les gens se regroupent pour acheter l'énergie ils se regroupent avec un professionnel ou avec une association, ils peuvent avoir une petite réduction tarifaire. Alors c'est bien de le faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement on obtient peut-être à 5 à 10% moins cher que si on le fait en démarche individuelle. C'est pas ça qui va tout changer. Voilà, c'est pas ça qui va tout changer. Ça peut être intéressant. Il y a un côté ludique, participatif. Non, changer de fournisseur, etc. Je sais pas si c'est très ludique ici. Oh non, mais disons participer à un achat groupé. J'ai déjà fait des trucs plus ludiques dans la vie. Mais j'ai envie de dire, nous-mêmes à la CSCV, on a renoncé à organiser des achats groupés parce qu'on considérait que le gain tarifaire était pas très important. Ça vaut pas le coup pour vous. Frédéric Coffre, vous êtes d'accord avec François Carlier, les achats groupés, c'est pas... Oui, je partage. Ça permet de faire une petite économie à un instant T. Après, il faut pas que ça empêche les gens de continuer à comparer. On a plus de 30 fournisseurs d'électricité. L'ouverture à la concurrence, ça devait pas permettre de faire baisser les prix à un moment? Alors, mais il n'en a jamais été question en réalité, puisqu'on sait très bien qu'on partait d'un système centralisé qui était pas cher. On a libéralisé parce que l'Europe voulait qu'on libéralise, qu'on fasse comme pour les télécoms. Mais l'électricité, l'énergie ne fonctionne pas comme les télécoms. Et donc, effectivement, on n'a pas eu ces baisses de tarifs. Je voulais juste dire il y a l'isolation des logements, mais il y a aussi le changement d'équipement. Des fois, simplement, avoir un grille-pain électrique et passer toujours en chauffage électrique, mais plus économe, ça peut être tout à fait intéressant. Bon, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Frédéric Coffre. Merci, François Carlier. À très bientôt sur RMC. Dans un instant, il est 14h45. Dans un instant, qui gagnera le dernier blind test de la semaine de Rémi Perrault? Moi, peut-être. En tout cas, vous restez avec nous, bien sûr, parce que vous voulez savoir. RMC, M comme Maïtena. Il est 14h49, Rémi. Mais je dis tellement bien l'heure, c'est le truc que je fais le mieux, non? Vous faites vibrer. Mais d'abord, on revient sur les chèques vacances. Donc rien à voir, les chèques vacances et tous ces avantages offerts, enfin pas offerts, mais en tout cas tous ces avantages que nous permettent d'avoir nos entreprises et qui sont aujourd'hui menacées par un amendement adopté cette semaine à l'Assemblée nationale. Le droit de suite d'RMC. Bonjour Paul-Christophe. Bonjour. Vous êtes député UDI du Nord, c'est vous qui avez commis cet amendement qui inquiète les salariés, les syndicats et les professionnels du tourisme. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit des places de cinéma à prix réduit, des voyages pas chers, des chèques vacances, tous ces avantages dont nous bénéficions salariés et qui seront désormais soumis à l'impôt au-delà de 330 € par an. J'ai bien résumé? Non, ou presque. Parce non, fait, ou presque. Il faut pas s'arrêter à la lecture de l'amendement, mais poursuivre jusqu'à la lecture du compte-rendu des débats. Juste pour vous dire que l'amendement, c'est quand même l'amendement qui va décider de ce qui va se passer. Excusez-moi, mais c'est pas terminé. Vous m'accorderez au moins le bénéfice de pouvoir vous dire que le débat parlementaire va se poursuivre au Sénat, puis ensuite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Et
là où l'amendement a été voté, c'est parce que monsieur le ministre des Finances du Budget, Gérald Darmanin, s'est engagé à retravailler avec nous le texte pour qu'il n'y ait pas de perdants. Mmh. Donc aujourd'hui, conclure d'ores et déjà qu'il y aura de nouvelles taxations est partiellement erroné, c'est pour ça que je vous disais ou presque, puisque nous avons la volonté de travailler ensemble pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants. Donc faut-il rehausser ce seuil? Faut-il finalement sortir certains du dispositif de la notion de seuil ou pas? L'idée quand même première de l'amendement que je proposais, il avait deux avantages. C'était la volonté de sécuriser le dispositif, c'est-à-dire de l'inscrire dans la loi. Puisqu'aujourd'hui, on reste sur une tolérance qui repose donc sur des circulaires. Mais si le but, excusez-moi Paul Christophe, mais si le but c'était de graver dans le marbre l'exonération de cotisation, pourquoi vous ne l'avez pas juste rédigé comme tel, l'amendement? Pourquoi vous avez mis un plafond à 330 €? Tout n'est pas aujourd'hui, si vous lisez bien le formulaire en vigueur, tout n'est pas exonéré de taxes aujourd'hui. Vous avez déjà des seuils en vigueur. Je prends l'exemple des chèques cadeaux. Vous avez un seuil de 166 €. D'accord. Par prestation. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas résumer simplement à une vision. Il faut avoir une vision d'ensemble, poser le débat dans l'intégralité sur la table. Et maintenant, notre travail, d'ailleurs, le ministre le confirme, enfin, son cabinet me le confirmait hier, j'ai bien compris, la volonté est bien de travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de perdants. D'ailleurs, à titre d'exemple, la Fédération des chèques cadeaux nous a déjà fait remonter des propositions d'amendements et je les rencontre mercredi prochain pour justement continuer à améliorer le texte et faire en sorte que on ne crée pas justement de personnes lésées au titre de ce dispositif. Ce que vous nous dites, c'est que votre amendement, vous voyez que ça passe pas, vous allez le réécrire, vous allez peut-être augmenter le plafond, vous allez le faire évoluer en tout cas les choses. Oui, alors il faut comprendre qu'il y a aussi une technique, c'est-à-dire que lorsqu'on veut discuter d'un amendement dans l'hémicycle, il ne faut pas créer de nouvelles dépenses. C'est pour ça qu'on était obligé, pour introduire le débat dans l'hémicycle, de mettre une histoire de plafond, de seuil, on l'appelle comme on veut. Aujourd'hui, ce débat a eu lieu finalement, l'amendement est passé avec son imperfection liée à ce seuil, mais avec l'engagement du ministre de le retravailler. Moi, je vous prie, je m'y engage d'ailleurs, si on n'arrive pas à trouver une solution satisfaisante d'ici la dernière lecture à l'Assemblée nationale, eh bien moi-même, je proposerai un amendement pour supprimer simplement ce nouveau dispositif. Vous allez supprimer vous-même votre propre amendement? Si on n'aboutit pas effectivement à faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants. Oui, parce que tel qu'il est rédigé actuellement, la conséquence, c'est que évidemment les entreprises risquent de réduire drastiquement ces avantages pour les salariés. Les syndicats estiment que le budget des CE, des comités d'entreprise, pourrait être amputé de 50%. J'aimerais bien qu'ils viennent vers nous pour qu'on en discute effectivement et qu'on voit dans quelle mesure ce serait 50% et comment travailler pour faire en sorte que ce soit zéro. Paul Christophe, franchement, cet amendement, c'est pas un peu pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale? Du tout. Non, franchement, c'est un faux procès aujourd'hui qui est fait. J'en suis assez surpris d'ailleurs et assez contrarié, puisque la volonté première était bien d'inscrire dans la loi ce dispositif pour qu'il ne soit pas remis en cause finalement. Donc c'est ce que j'appelle de sécuriser. Et ensuite, aujourd'hui, vous savez qu'il y a plus de 10 millions de salariés qui travaillent dans les TPE, PME qui n'y ont pas accès, tout simplement. Alors parfois pour des questions financières, parce que l'entreprise ne veut pas se le permettre, je pense, mais par d'autres fois parce que le dispositif apparaît trop complexe et trop compliqué, notamment avec les multiplications circulaires. Et donc la volonté, c'est aussi de faire en sorte qu'un plus grand nombre de salariés puissent en bénéficier demain. Oui, je suis plutôt dans une idée de créer une dépense qu'une recette pour l'État. Parce que vous savez que ce sont les plus bas salaires qui finalement bénéficient le plus de ces avantages, donc qui risquent d'être touchés par cet amendement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, soit il est modifié favorablement, soit il sera vous supprimerez vous-même votre propre amendement. Merci beaucoup Paul Christophe d'avoir été avec nous sur RMC cet après-midi. RMC Rémi. L'actu d'Aurémy. Presque. Il est beaucoup trop long ce jingle, je n'y arriverai jamais. En tout cas, sache Rémi que je me suis entraînée toute la nuit. J'ai révisé mes classiques, j'ai ressorti mes vieux CD, j'ai écouté de la musique en streaming. Ah bon? Non, c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai rien fait du tout. Je ne suis pas prête et je vais encore perdre parce que je tiens beaucoup à avoir perdu tous les jours cette semaine. Aujourd'hui, un blind test en rapport avec l'actualité, de la semaine et du week-end et même du jour. J'ai sélectionné pour vous avec une grande délicatesse des chansons qui me semblent se rapporter à une actualité. À vous de trouver l'interprète et l'information. On lève la main avant de donner sa réponse et on écoute papa. Tout le monde a compris. Il y a Caroline autour de la table. Il y a Ahmed, il y a Déborah et il y a également Marie. On commence avec une info. Vous allez deviner, je pense. On écoute.
C'est Miss France, mais... Oui. Marine L'Orphelin. Attendez. Miss France 2013, Marine L'Orphelin, qui dit stop aux élus qui nous mettent des mains aux fesses. Voilà, tout à fait. C'était précis, efficace. Bien joué, Marie. Alors ça fait 1 point pour Ahmed, 1 point pour Marie. Vous êtes OK ? Oui. Ouais. Allez, une info politique maintenant. Mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé. C'est une reprise. Blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerises. Je vois pas. Vous savez qu'on a un président de la République. Ouais. Il est en fleurs. Non, j'ai pas levé la main. Je n'ai absolument pas respecté les règles. Alors, mais c'est Macron qui est en fleurs. Oui, qui est en vacances en Normandie. Se reposer. Il est parti se reposer. Le type, il donne un entretien à Ouest France. Ouais. Ça, quoi. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, il est en vacances en Normandie. Il était hier à Honfleur et à cette occasion, il a déclaré. Voilà, c'est pour une précision d'information. Il a dit je ne lâche rien. C'est vrai. Voilà. Allez, on va passer à une actu, une info culture maintenant. Écoutez. Vous avez pas entendu qu'à un moment je vous ai dit qu'il faut lever la main avant de donner sa réponse. Allez, vas-y Déborah, tu sors parce que c'est Patrick Bruel qui sort après 6 ans d'absence. Voilà, tout à fait. Non, un album vraiment. Qui s'appelle. Je suis dégoûtée. J'ai levé la main en même temps que Déborah. Je suis dégoûtée. J'aurais eu 2 points, j'aurais gagné. C'est vrai. L'album s'appelle Ce soir. Déborah, tu me donnes ton point. Allez, vous allez peut-être pouvoir vous rattraper avec cette dernière information, une info sport. L'interprète, c'est compliqué, j'avoue, mais l'information, vous allez la trouver si vous écoutez bien les paroles. Le départ Saint-Malo, le départ dans les globes, tout ça. La route du Rhum. Voilà. Départ de la route du Rhum dimanche, c'était pas si compliqué. Merci Rémi. Merci beaucoup Rémi. Dans un instant sur RMC, les informations et on va parler justement de la mer, de l'océan avec mon invité Fanny Agostini à 29 ans, l'ancienne présentatrice de la météo sur BFM TV, anime depuis l'an dernier l'émission Thalassa sur France 3 et elle publie justement un manifeste pour les océans. 14h58 sur RMC. RMC, M comme Maïtena. 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 Maïtena.